ouvre la porte. Elle essaie de sauter dehors. Elle a sauté dehors. Elle a sauté dehors. Je veux savoir pourquoi tu m'as fait ça. La séquence suivante de la dashcam a été partagée sur TikTok ou Instagram. Les images de la dashcam montrent un conducteur sur la route. Finalement, une voiture le dépasse avec l'une des portières ouvertes et une femme qui crie à l'aide. Témoin de la scène, le conducteur suit la voiture en restant en communication avec la police, leur relatant les événements. J'ai besoin de la police immédiatement. Une femme crie à l'extérieur de sa Ford. Elle essaye de sortir d'un véhicule et le gars ne la laisse pas faire. Elle ne sort pas. Ils sont retournés sur la 410 après. Après un certain temps, les aides à la voiture quittent l'autoroute, ralentissant sur la route. Cela donna à la femme une occasion de s'échapper. Elle a sauté! 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 Madame, montez dans mon camion! Montez dans mon camion! Il a pris ma voiture et tout le reste! Attention, il y a un policier juste devant moi! Une voiture de police arrive. La femme a été emmenée à l'hôpital et n'a pas vraiment subi de blessures. Elle a dit aux enquêteurs que l'homme dans la voiture était son mari. Quand elle a réalisé qu'il ne la laissait pas partir, elle s'est mise à crier sur l'autoroute pour alerter les autres conducteurs. La police a retrouvé et arrêté l'auteur des faits. L'enquête est toujours en cours, mais il n'est pas certain que la victime porte plainte. Cela a été partagé sur le subreddit Lost Media. Selon l'auteur, il existe un spot de sensibilisation japonais intitulé Alive Gas Chamber, mais la vidéo a été rendue privée sur YouTube. Ils affirment que la vidéo montre un chien qui est gazé vivant dans une chambre par un homme, accompagné d'un texte indiquant que cela arrive à près d'un demi-million de chiens et de chats chaque année au Japon. Le public est appelé à ne pas abandonner ces animaux de compagnie avec le logo Alive. L'auteur assure que la vidéo n'est pas mise en scène. Elle montrait la réalité pour faire passer un message. Bien que la vidéo ne soit pas disponible sur YouTube, elle a été mise en ligne sur Internet Archive il y a seulement un mois. On voit un chien dans la vidéo, mais ce qui se passe réellement n'est pas clair. Bien que la vidéo elle-même ne montre rien de graphique, le son est assez inquiétant. Je ne peux certainement pas tout diffuser ici, mais si l'on croit que l'audio correspond à la vidéo, alors l'auteur du post pourrait avoir raison. Avant de continuer, je tenais à vous remercier pour les 200 000 abonnés. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est gratuit. Il suffit d'avoir un compte YouTube pour vous connecter et vous abonner à vos chaînes favorites afin de ne rien rater. Passons à la suite. Ces images ont été capturées au début de cette année. Avant l'incident, il y a eu en fait un accident de voiture et plusieurs policiers se promenaient dans la rue pour aider les personnes impliquées. Alors que les images semblent assez inintéressantes au début, cela change rapidement lorsqu'un camion arrive. L'un des policiers d'État essaie de signaler au camion qu'il doit changer de voie avec une lampe torche et des gestes, mais étonnamment, le chauffeur du camion ne réagit pas du tout. Comme le camion continue de rouler à la même vitesse, le policier a été obligé de s'enfuir de l'autoroute pour éviter le camion. Le camion a percuté plusieurs voitures de police et même une ambulance. Un policier appelle désespérément à l'aide. Heureusement et de manière surprenante, il n'y a eu aucun blessé. C'est ma voiture et il est de l'autre côté. Évidemment, le chauffeur du camion a été inculpé pour avoir endommagé toutes les voitures et pour conduite imprudente, et je suppose que le chauffeur du camion était tout simplement très fatigué et s'est endormi ou n'a tout simplement pas fait attention à cause d'un manque de concentration, ce qui est très courant chez les chauffeurs de camion puisqu'ils conduisent pendant des heures sans beaucoup de repos ni de sommeil. Ce sujet m'a été suggéré par quelqu'un par email qui souhaite rester anonyme car il craint pour sa propre vie privée. Ils disent que cette affaire n'est connue qu'en Belgique et pas vraiment à l'international et ils souhaitent attirer davantage l'attention sur ce sujet. Et il existe quelques images de cela, mais il sera très difficile d'en montrer beaucoup.
Sandra Dia, une étudiante noire de 20 ans à l'Université catholique de Louvain, a été soumise à un rituel de bizutage par 18 autres étudiants. Je n'étais pas très familier avec le terme rituel de bizutage. Cela fait référence à toute activité attendue de quelqu'un qui rejoint ou participe à un groupe et qui le fait passer par des choses très dégradantes, humiliantes et globalement très désagréables. Le bizutage consiste en plusieurs épreuves que l'on doit traverser. Cela commence par des tâches inoffensives comme aller vendre des choses. Avec chaque tâche suivante, cela empire. La deuxième tâche était de boire jusqu'à l'inconscience. Il y a des vidéos de personnes sur lesquelles on urine pendant qu'elles sont inconscientes. Ensuite, ils ont conduit Sanadiane en voiture dans les bois, loin de la civilisation. Là-bas, ils ont creusé un trou et 3 étudiants, dont Sanadiane, ont été forcés de s'asseoir dans de l'eau froide pratiquement toute la journée. De temps en temps, ils lui jetaient de l'eau froide et très sale dessus et lui demandaient de boire des mélanges de boissons très dégoûtants, d'avaler un poisson rouge vivant, de boire beaucoup d'huile de poisson, etc. Alors que les 2 autres étudiants semblaient aller bien, Santa paraissait très peu réactif au bout d'un moment. Il savait donc que quelque chose n'allait pas, mais la réaction était très étrange. Ils ont essayé d'effacer les preuves en rebouchant le trou qu'ils avaient creusé, en jetant tous les objets ou déchets qu'ils avaient sur les lieux, en supprimant les messages où ils discutaient de leur plan, et ce n'est qu'après 2 heures qu'ils l'ont ramené en ville. À l'hôpital, les médecins ont constaté qu'il souffrait de défaillances multiples d'organes dues à sa consommation excessive d'huile de poisson. Sa température corporelle était très basse parce qu'il avait été exposé au froid et à l'eau. Hélas, il nous a quittés. Tous les étudiants ont été condamnés. Ils écopent de 200 à 300 heures de travaux d'intérêt général et d'amende d'environ $430. Les peines légères ont provoqué des manifestations nationales, certains affirmant que cela était motivé par le racisme, les étudiants impliqués étant ouvertement racistes, une accusation qui semble fondée après examen de la situation. Cette séquence, filmée par une caméra embarquée en Russie, durait 7 minutes à l'origine, mais seuls des extraits seront montrés. Dans la vidéo, on peut voir un chauffeur de camion s'arrêter sur la route, faire des allers-retours et ramasser une sorte d'objet en métal. On peut voir une voiture passer, puis revenir et s'arrêter à côté du chauffeur. 3 hommes étaient dans la voiture. L'un d'eux en sort pour confronter le chauffeur du camion. La vidéo passe brusquement à un autre plan montrant plusieurs camions arrivant sur place. La route est complètement bloquée par les camions. Il semblerait que le conducteur du camion, harcelé par les occupants de la voiture, ait fait appel à des renforts. Les chauffeurs de camions attaquent l'un des hommes tandis que les autres réussissent à s'échapper, mais je ne peux pas montrer cette scène ici. Ensuite, ils regagnent leur véhicule. Ensuite, ils remontent simplement dans leur camion et s'en vont. As-tu acheté Syrax dans la maison? Frère. Bien que Chance, connu sous le surnom de Syrax, ait commencé sa présence en ligne en 2009, ce n'est qu'en 2010, avec ses débuts musicaux sous le nom de disc jockey Shadowblade, qu'il a d'abord gagné en infamie. Sa première incursion dans l'industrie musicale consistait en des vidéos où il essayait de rapper face à la caméra, produisant des bruits obscènes étranges et se lançant dans des valses avec des paroles rarement compréhensibles. Pour éviter l'exploitation dans l'industrie musicale, il a fondé son propre label appelé Killer Clown Records qui n'a jamais rencontré de succès. Sa première expérience de célébrité sur Internet est venue de ses vlogs intitulés « Dans l'ombre », dans lesquels il déblatérait de façon incohérente face à la caméra. Une de ces vidéos, où il exprime son aversion pour les jougalos et leurs règles, a beaucoup attiré l'attention. Quelle est ta chanson préférée sur cet album? Mec, ça fait un moment que je n'ai pas écouté cet album. Il faut que j'y retourne et que je l'écoute. Tu sais que la communauté Jugalo compte beaucoup pour moi personnellement, alors je suis juste curieux de savoir avec quelle partie tu t'identifiais le plus. Alors, qu'est-ce que tu penses des nouveaux trucs de Anybody Killa? Tu te souviens comment ça s'appelait? En fait, je n'ai pas vraiment exploré les nouveautés. Quel est ton album préféré d'Anybody Killa? Désolé, mec, mais tu ressembles à ce gamin, alors tu dois y aller. Salut. Les réactions à cette vidéo n'ont jamais été des éloges pour ses opinions, mais plutôt des moqueries sur ses manières et sa façon de parler, et pour être honnête, il ne savait même pas de quoi il parlait. Il semblait vouloir simplement appartenir à un groupe. Dans une autre vidéo, il a fait une visite de son lieu de vie.
révélant qu'il habitait dans un sous-sol. Les compétences de Cyborg et sa confiance en lui surestimée faisaient de lui une cible de choix pour les trolls. Ils l'ont dupé en lui faisant signer de faux contrats musicaux, le convainquant que sa musique gagnait en popularité. Un troll, prétendant être Marty du business musical, lui a proposé un contrat avec Ram Ranch Records. Un grand salut à mes frères de Ram Vendor Boys Records, un salut au grand frère CPA, un salut à Playing Ninja. Cyrax était également connu pour être un plagiaire notoire, volant de la musique et des œuvres d'art sur des sites comme DeviantArt et SoundCloud, en y apportant peu ou pas de modifications et en les faisant passer pour les siennes. Dans un cas, un musicien allemand l'a dénoncé sur YouTube, ce qui a poussé Cyrax à se lancer dans une diatribe contre lui. N'a jamais eu de travail et refuse d'en chercher un, car il pense que cela le détournerait de sa carrière qu'il estime ne pas avoir encore pleinement développée. Au lieu de cela, il dépend de sa grand-mère Sally pour un soutien financier, recevant de l'argent de poche pour faire des tâches ménagères et comptant sur ses chèques Supplemental Security Income. Malgré sa soi-disant carrière, qui s'étend sur plus de 10 ans, Cyrax a gagné très peu d'argent, ses revenus ne dépassant pas environ $6. Cyrax a rencontré pour la première fois un troll de manière intime lorsqu'il a entamé une relation avec sa petite amie en ligne, Tangerine Cat, une troll qui communiquait avec lui par email dans le but de lui extorquer des photos explicites. Des fans, c'est-à-dire d'autres trolls, envoyaient également des messages à Cyrax pour lui demander des photos explicites, une demande à laquelle il était impatient de répondre, montrant ainsi qu'il était infidèle à sa petite amie Tangerine. Il m'a été facile de m'acheter une place de modératrice là-bas. Mais quand même, tu n'avais pas le droit de faire ça. Maintenant, quand je suis allé chercher refuge sur son Discord et demander de l'aide, tu n'avais aucune raison de faire ce que tu as fait. Cyrax a aussi subi du cyberharcèlement en raison de la nature controversée de ses photos explicites. Il a également eu quelques vraies petites amies qui sont apparues dans sa présence en ligne, comme une fille nommée Abby, qu'il a quittée après que des trolls ont révélé qu'il lui avait été infidèle, et une fille nommée Heather qui est apparue dans plusieurs de ses vidéos. Elle a carrément dit qu'il raconte partout que son frère est un... Lorsque Heather a finalement rompu avec Cyrax, il a explosé dans des épisodes furieux sur sa chaîne YouTube, affirmant qu'elle devait être une troll et qu'elle l'avait visée et détruit. Cependant, Cyrax avait tort, car Heather n'était associée à aucun de ces trolls. Entre 2020 et 2021, Cyrax a été pris en flagrant délit d'envoi d'images explicites et de messages à une ex-modératrice se faisant passer pour une mineure, entraînant une détérioration rapide de la situation. Lorsque cette information a été divulguée en ligne, montrant que Cyrax savait que la fille était mineure, de nombreuses autres filles et trolls se sont manifestées pour déclarer qu'il leur avait envoyé du contenu inapproprié alors qu'elles avaient de préciser être mineures. Il a également été dénoncé pour avoir souvent envoyé des images intimes non sollicitées et son passé a commencé à refaire surface. Y compris le fait qu'il a agressé un garçon aveugle au lycée et qu'il a été arrêté en 2012 pour avoir étranglé sa grand-mère. Cet incident a été noté comme étant Cyrax agissant sur une impulsion et qu'il n'avait aucune véritable raison de l'agresser. Cyrax a exploité par le passé les problèmes de santé mentale et la vulnérabilité de sa famille à son avantage. Il exploite leurs problèmes pour susciter la compassion en ligne pendant ses fréquentes diatribes. Le propre père de Cyrax, Angus Ravenwood, s'est en fait révélé être un délinquant condamné qui a déjà purgé une peine de 20 ans pour avoir agressé une jeune fille. Il a été arrêté après que ses amis l'ont reconnu dans les portraits robots réalisés par la police du potentiel auteur. En juin 2022, Cyrax a tenté d'élargir sa présence en ligne en diffusant sur Twitch dans le but de se distancer de ses harceleurs et de poursuivre ses activités créatives tout en générant des revenus. Malgré les directives de contenu plus strictes de la plateforme, Cyrax a continué à adopter les mêmes comportements inappropriés qui avaient caractérisé sa chaîne YouTube. Son comportement raciste et homophobe persistant a entraîné sa suspension immédiate de la plateforme et une interdiction de 7 jours. Au lieu de reconnaître son comportement inapproprié et d'attendre la fin de sa suspension pour faire appel, Cyrax a choisi de créer un nouveau compte Twitch en utilisant un VPN, ce qui a entraîné une interdiction permanente de la plateforme pour violation de la politique d'évasion de bannissement. Par la suite, Cyrax a attribué son bannissement aux actions des trolls, un refrain familier dans sa carrière en ligne. La politique de paiement de Twitch stipule qu'un utilisateur doit accumuler au moins $100 de revenus publicitaires avant de recevoir un paiement, ce qui signifie que Cyrax n'a pas pu réclamer ses gains lors de son bannissement, car avant sa suspension, Cyrax avait généré environ $90 de revenus publicitaires, ce qui représentait en réalité une somme importante comparée à ses maigres gains habituels sur une décennie.
Le 4 novembre 2022, Cyrix a affirmé avoir été la cible d'une fusillade, alléguant que quelqu'un avait tiré une balle sur son matelas pendant l'un de ses live streams. En réponse, il a menacé l'auteur hypothétique de poursuites judiciaires et a fait d'autres déclarations insensées, y compris, je cite, « À celui qui a appuyé sur la gâchette et tenté de mettre fin à ma vie, j'ai une chose à dire. D'abord, tu as encore raté, putain, ce qui veut dire que tu es un tireur nul. Deuxièmement, suivi de 11 minutes de silence, tu finiras par te faire arrêter parce qu'au bout du compte, la vie de ma famille et la mienne sont plus importantes que tout au monde. » Aucune balle n'a été retrouvée et beaucoup de spectateurs pensaient qu'il s'agissait d'un piège à souris déclenché ou de quelque chose survenu à l'extérieur. Il a récemment été arrêté, mais la raison semble floue d'après les informations que j'ai pu recueillir. Son arrestation a été filmée ? Cesse ça, laisse tout sortir. Laisse tout sortir, Cyrax. Je veux savoir pourquoi tu m'as fait ça. Parce que tu es un prédateur. Il n'est pas un prédateur. D'accord. Eh bien, dis ça aux preuves. Elle parle d'elle-même. Est-ce que tu en as... En fait, c'est public. Ouais, c'est public. Oh oui, je suis juste public. Monsieur. Vous allez partir. Vous devez le tenir éloigné de moi. Tu dois partir. Tu vas aller en prison aussi, Ed. Tu vas aller en prison aussi. C'est public. C'est un trottoir public. Recule avant d'avoir des ennuis, toi aussi. Bientôt, il aura... Son audience au tribunal approche, attendons de voir ce qui va se passer. Je suis Rose Dantépine, appelle-moi Rose. Je suis modèle cam, je suis artiste, j'adore le fitness, j'aime faire des vidéos à ce sujet, sur mon art et sur ma vie quotidienne, et ma chaîne sur YouTube où je faisais tout ça a été supprimée. Melissa Turner était une cosplayeuse et cam girl qui s'appelle aussi Rose Dantépine en ligne et qui a été reconnue coupable tout récemment. Que s'est-il passé ? Melissa avait des problèmes de poids et beaucoup de dettes étudiantes après l'université. De plus, elle n'a pas réussi à trouver un emploi et n'arrivait pas vraiment à s'adonner à ses passions comme le cosplay à cause de son poids et du mal-être que cela lui causait. Avec le temps, elle a perdu beaucoup de poids et a rencontré son petit ami qui utilisait le pseudonyme Sim en ligne. Au fil du temps, Melissa est devenue de plus en plus confiante, notamment grâce aux compliments et aux commentaires d'inconnus sur Internet à propos de ses cosplays. Finalement, elle a rencontré quelqu'un qui lui a fait découvrir le monde des camgirls. Avec l'importante somme d'argent en jeu, elle fut rapidement convaincue de débuter sa nouvelle carrière. Comme vous pouvez le voir ici, elle utilisait le pseudonyme en ligne Two-Toned Rose. Sa carrière a duré quelques années et elle a pu subvenir à ses besoins grâce à ses nouveaux revenus. Il existait des vidéos d'elle se plaignant des gens qui partageaient en son contenu sans la créditer. Je vois mes contenus YouTube republiés partout sans mon accord. Merci de me prévenir si vous le constatez aussi, car c'est une violation du droit d'auteur. Je n'autorise personne à mettre en ligne mes... Oh donc, en regardant ça de plus près, les vidéos qu'elle a partagées sur des sites explicites incluent elle et son petit ami. Son petit ami, surnommé Sin en ligne, faisait aussi partie de sa carrière. En même temps, ça ressemblait aussi à une sorte de relation libre, puisque les vidéos montrent également d'autres hommes. Je ne souhaite pas m'étendre sur le sujet et vous déconseille également de chercher des informations à son propos. Comme les affaires marchaient de bien, elle et son petit ami Sin ont décidé d'ouvrir un petit studio avec du matériel que d'autres pouvaient utiliser pour leurs propres projets en échange d'une petite somme. C'était une source de revenus supplémentaires indépendante de sa carrière, ce qui la rendait plus autonome. Cependant, sa relation avec Sin n'allait pas très bien, car ils se disputaient souvent, ce qui les a amenés à se séparer. Cela a provoqué l'effondrement total du modèle commercial de Melissa et son site web a disparu. Après une rupture, elle a trouvé un nouveau petit ami nommé Mathieu Trussler en 2017. Mathieu travaillait initialement dans un restaurant. Il était globalement travailleur, aimait les animaux et entretenait de bonnes relations saines avec ses amis et sa famille. Mathieu, en quête d'épanouissement, a quitté son travail pour d'autres horizons. Finalement, il a collaboré avec Melissa pour réaliser des vidéos, redonnant un second souffle à la carrière de cette dernière. Il y a aussi eu quelques questions-réponses où les gens demandaient si elle était heureuse dans sa relation actuelle, ce à quoi elle a répondu « Je suis toujours aussi heureuse 1 an et demi plus tard qu'au début. Là, bien que... » Cependant, cela ne reflétait pas la vérité de leur relation. Ils se disputaient souvent et les membres de la famille ainsi que les amis déclaraient que Mathieu s'isolait de plus en plus. En 2019, Melissa a appelé une ambulance pour son petit ami Mathieu parce qu'il avait été attaqué mortellement. Melissa affirme l'avoir trouvé ainsi et ignore ce qui lui est arrivé. Elle a ensuite essayé sans succès de pratiquer la réanimation cardio-pulmonaire.
Sur les lieux, elle a raconté une histoire, mais au poste de police, elle en a raconté une autre. Cette fois, elle a dit qu'elle ne l'avait pas trouvé dehors dans le jardin. Elle affirme plutôt que Mathieu est rentré ivre, ce qui a provoqué une dispute entre eux. Ensuite, il l'aurait agressée et, dans un acte de légitime défense, elle lui a ôté la vie. Après cela, la police et les enquêteurs sont devenus de plus en plus suspicieux et ne l'ont pas cru. Elle a été arrêtée, suspectée d'avoir commis les faits. De plus, il y avait un intervalle de 4 heures entre le moment de la prétendue légitime défense et celui où elle a appelé la police. C'est bizarre, pourquoi attendre 4 heures avant d'appeler la police ? La situation devient captivante. L'État avait proposé une peine de 25 ans de prison pour elle. Elle a refusé et a insisté pour une peine de 5 ans. Curieux, si vous avez agi en légitime défense et que vous êtes innocent, pourquoi accepter une condamnation ? Devant le tribunal, elle s'est présentée en victime, mais n'a pas convaincu le jury. Il y avait beaucoup d'incohérences, ce qui laissait penser que Mathieu essayait en réalité de se défendre contre Mélissa et qu'il avait été blessé dans le processus. Il y avait également des appareils dans la zone qui ont enregistré l'audio de l'événement, ce qui a aussi permis d'avoir une image plus claire de ce qui s'était passé ce jour-là. Finalement, le tribunal doutait que Mathieu ait été violent envers Mélissa. Elle a donc été condamnée à 20 ans et demi de prison, ce qui est loin de la peine maximale encourue de prison à vie. Cependant, avec un autre jury et avocat, elle aurait pu s'en sortir sans peine. C'est donc, globalement, l'un des meilleurs dénouements possibles. Le 7 novembre 2007, Pekka Eerikovinen, un étudiant de 18 ans au lycée Jokela à Tuusula-Uusimaa en Finlande, a commis une fusillade. Il est également surnommé le premier tireur de YouTube. Il existe plusieurs vidéos de lui en ligne, mais la plupart ont été supprimées et je n'ai pu en trouver que 2. Bien qu'il n'ait eu aucun antécédent criminel, le rapport officiel du Bureau national d'enquête a indiqué qu'il était une personne renfermée, qui restait souvent seul et se sentait facilement embarrassé. Ceux qui le connaissaient ont noté qu'il avait été victime d'intimidation prolongée durant son enfance. En décembre 2006 et janvier 2007, ses parents ont tenté de l'orienter vers une clinique psychiatrique en consultation externe, mais cela a été refusé. Il a été mis sous médication. Il avait plusieurs comptes en ligne, dont 3 comptes YouTube sous les noms de Sturmgeist89, Wamsgut86 et Natural Selector 89. Il a mis en ligne des vidéos liées à la hache qu'il utiliserait plus tard. Finlande, 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 Finlande. En préparation du crime, il a publié un dossier contenant 21 fichiers multimédia, dont des photos de lui-même, de son arme à feu, du lycée Jokila, ainsi que 3 documents en finnois et en anglais. Il a justifié ses actes comme une élimination nécessaire de la majorité faible d'esprit et a séparé les humains en 3 catégories selon leur capacité de pensée critique, se qualifiant lui-même de « sélecteur naturel qui éradiquerait les aspects les plus faibles de l'humanité ». Il s'intéressait autant à l'extrême droite qu'à l'extrême gauche. Son manifeste contenait des citations qui le faisaient clairement passer pour quelqu'un ayant un complexe de Dieu et un profond mépris pour la vie humaine. Dans les mois précédant l'atrocité, les autorités ont été appelées à signaler plusieurs comptes en ligne qui semblaient représenter des menaces potentielles et des risques pour le grand public. Alors que l'enquête se poursuivait, Pekka Erik a continué à publier du contenu menaçant de réaliser son plan. 2 nuits avant son passage à l'acte, Pekka Erik a publié une vidéo où il s'entraînait au tir sur des pommes avec son arme. La nuit avant la fusillade, Pekka Erik a publié en ligne son manifeste et une lettre d'adieu pour ses parents. Le matin du crime, Pekka Erik a mis en ligne une vidéo montrant la façade du lycée ainsi qu'une image de lui pointant son arme vers la caméra. Il est entré dans l'école à 11h42 du matin et a ensuite mis fin à la vie de 8 personnes et en a blessé plusieurs autres. Pendant sa folie meurtrière, il a même versé des liquides inflammables dans les couloirs et tenté de provoquer des incendies, bien que ses tentatives aient échoué. Lui-même est décédé 8 heures plus tard à l'hôpital central de l'université d'Helsinki. Après le décès de son fils, son père a créé une chaîne YouTube où il a publié une vidéo en son hommage avec la description « Je ne fais pas la promotion de la violence. J'ai le droit de faire mon deuil en paix. Cette vidéo, pour notre fils, est ma façon de faire mon deuil. » Le cas de Pekka Erik n'est malheureusement pas rare, car Internet s'est avéré être un endroit où de nombreuses personnes partageant le même état d'esprit que lui se rassemblent et partagent leurs plans à travers des messages malsains et du contenu cryptique. Pour voir un épisode manqué, cliquez ici.